On peut applaudir Tony Gatliff, Delphine Mantoulet. On va parler donc à ce festival musique de film de la musique de ce film. Le cinéma de Tony Gatliff, c'est dingue à quel point il est inépuisable. C'est la deuxième fois que je le vois et l'émotion est intacte. Et j'ai pensé à quelque chose que je n'avais pas forcément pensé lors de la première vision, alors que ça paraît évident, et le lien entre Tony Gatliff et Charlie Chaplin. Là, j'ai pensé à Charlot en voyant ce personnage et le plan final où ils partent comme ça, on dirait la fin des temps modernes. Et Charlie Chaplin était lui aussi réalisateur et musicien lui-même. Donc j'ouvre une première question sur le personnage. Comment ce personnage a été construit? Et il y a aussi un caractère un peu chorégraphique. Est-ce qu'il s'est construit en musique, justement, ce personnage? Tout à fait. C'est un personnage de cinéma. Vraiment de cinéma. Parce qu'il est né à partir de mes souvenirs, à partir des choses que j'avais vécues. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui s'est fabriqué du cinéma. Il vient du cinéma. Donc, moi, je suis un réalisateur qui vient du cinéma depuis le début, depuis tout petit. Et donc, voilà. Donc, c'est comment faire un film. Eh ben, parlons de soi d'abord. Et après, le scénario vient tout de suite après. Et qu'est-ce qu'on a à dire? Eh ben, on a à dire de tout ce qu'on a vécu. Tout ce qu'on a vécu, c'est l'histoire de grands, l'histoire de guerre, l'histoire de haine, l'histoire de racisme, des histoires de gens fantastiques, qui sont des gens qui se sont occupés de nous quand on était enfants, et qui, par bonheur, ils avaient la bonne parole. Et ça, c'était dans les années 60. Et donc, voilà, tous ces gens que j'ai connus, 5 ou 6, que ce soit mon instituteur en Algérie, que ce soit mes éducateurs dans la maison de correction après que je suis arrivé en France, et que ce soit le juge Charrois, tous ces gens ont été des gens bienfaisants. C'est vrai votre regard est bienveillant pour tous les personnages, même pour l'éducateur qui est très dur au début, puis qui s'adoucit au fur et à mesure. Oui, parce que on ne fait pas un film, on fait un film pour dénoncer. Bien sûr, on dénonce, Poutine, parce qu'il y a de quoi dénoncer. Hein. Mais par contre, tous ces gens qui sont autour de nous, qui font partie du peuple, et qui nous aident à avancer, c'est pas les dénoncer, c'est faire avec eux et reconnaître ce qui est bien, ce qu'ils nous ont apporté de bien. Je pense que c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très important. Les gens qui nous ont donné un coup de main, c'est le plus important de tout. Parce que les autres, bon, on se bat avec eux depuis qu'on est né, et on continuera à se battre. Dimanche, on se battra aussi. Eh oui. Alors là, il y a le personnage, il y a aussi le lieu, la Camargue, qui est très cinégénique. Et la Camargue, la Provence, plus largement, a aussi inspiré la musique. On entend des voix, je crois que c'est presque des chants provinciaux, c'est ça? C'est les chants provençaux qu'on a enregistrés d'après un livre magnifique qui s'appelle Joseph Darbo, c'est La bête du Vaccarès, et tout le livre est écrit en provençal. Et j'aimais bien que dans le film, on mette cette voix provençale qui date depuis très très longtemps et qui a toujours existé chez les grands-mères, chez les vieux, chez les gens qui travaillent dans les oliviers. Et donc le provençal, c'est la Provence. Et c'est magnifique. Donc je voulais lui rendre un hommage. Il y a aussi pas mal Mistral. J'ai beaucoup lu Mistral, parce que Mistral parle de sa Provence d'une façon fantastique. C'est de lui que j'ai lu que c'était important que tout au bord du Rhône, et il y a une force tellurique incroyable, et que dans cette force tellurique, il y a des gens qui se rassemblent, et des fois, ça donne des choses, ça donne des forces, ça donne du pouvoir. Et donc, c'est de Mistral. Et donc, tous ces gens-là, c'est des grands de la Provence. Mais c'était bien de les citer.
Donc le personnage, le lieu, mais aussi la nature. Il y a un discours sur l'écologie dans ce film. On voit ces personnages qui enlèvent les déchets des eaux. Et la nature est mise en valeur en musique. Peut-être Delphine Mantoulé peut en parler. Cette flûte qui est comme le vent, qui est comme... il y a même Nicolas Reyes qui a fait comme une musique pour la danse des flamants roses. Alors, sur l'utilisation des instruments, en fait, on partait toujours, Tony nous indiquait un peu toujours les éléments du décor. Donc, on est parti du son des taureaux, en fait, à l'aube, qu'on allait enregistrer en repérage. Et ensuite, à partir de là, on a commencé à créer en fait, les musiques en intégrant tout ce qu'il y avait, donc, notamment la langue provençale et les sabots des chevaux, tout ce qu'il y avait en fait, dans la nature pour pouvoir créer en fait, cette énergie qui sort de la terre. Et ensuite, par rapport à la flûte, en fait, on a travaillé avec Nicolas Reyes dans son studio, il ne marche plus. Voilà. Dans son studio et on a enregistré la flûte, un saxophone en fait en soufflé et une flûte traversière qui nous ont permis ensuite de créer le morceau du vent que vous avez entendu, mais de telle manière en fait que, parce que Tony en fait il souhaite pas trop qu'il y ait de la mélodie, qu'il soit mélodie. Donc l'idée c'était de déstructurer un peu toute forme de mélodie pour obtenir une ambiance de son qui soit une couleur spécifique qui corresponde à l'image que Tony avait en tête dans la création du film. Ici au festival, on questionne les réalisateurs et les compositeurs, comment ils travaillent ensemble, et les réalisateurs disent très souvent ils ne savent pas comment transmettre leur intention musicale. Il y a un langage commun à trouver. Alors là, entre vous, Tony, vous parlez très très bien de la musique, transmettre votre intention. Comment vous travaillez ensemble sur la musique? Comment justement Delphine peut aussi trouver sa liberté? Comment vous transmettez vos intentions? Comment vous trouvez cette harmonie entre vous dans le travail musical? Je crois qu'au départ, il y a la musique. Il n'y a pas, pour moi en tout cas, et pour Delphine aussi, pour moi, quand je commence un film, au départ, il y a la musique. Ça n'existe pas de commencer un film sans qu'il y ait l'idée de la musique. C'est-à-dire, je ne termine pas un film et je vais voir un musicien, un créateur, en lui disant « fais-moi une musique, fais-moi des oiseaux ». Ou je sais pas quoi, ouais, inspire-toi, mets-moi du violoncelle. Et non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment la musique, le film amène cette musique-là, pas une autre. Il n'y en a pas une autre. Et si il y a flamenco, c'est parce que j'ai rencontré Nicolas Reyes, que je connais depuis des années, et qui était en train de déprimer parce que c'était le Covid. Et j'avais dit à Nicolas, à la place d'Arles, je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe, Nicolas? Il me dit j'ai tout perdu, tous les concerts en Amérique, partout, et j'ai plus rien, c'est affreux, catastrophique. Et je lui ai dit mais Nicolas, vas-y, invente, fais une chanson. Allez, on fait une chanson tous les deux. On va faire une chanson tous les deux qui parle de masque. Parce qu'avant, il n'y avait pas de masque. On arrivait, il n'y avait pas de masque. Hein. Et donc, on dit, on va faire un film qui s'appelle Mascara. Ouais. Et donc, je vais te dire l'histoire. C'est ta fille qui a sorti des vieilles robes de sa grand-mère du grenier et qui a, avec sa robe à pois blanc, elle a fabriqué un masque pour toi, pour ne pas attraper cette maladie. On ne savait pas ce que c'était, Covid, maladie. Et donc voilà, et c'était parti de là. Et Nicolas m'a dit ça me revit, je revis. Et voilà, tous les deux, on a été très très loin, très vite. Et donc voilà, donc la musique vient parce que elle doit venir comme ça. C'est-à-dire, il y a la Camargue. La Camargue a une façon d'être en France. C'est un pays de vent, c'est un pays d'eau, c'est un pays de terre, un pays où se trouvent des anges, où se trouvent des mystères, vraiment beaucoup de mystères, autour du Rhône, au bord du Rhône. Et donc c'est un pays chargé de choses mystérieuses. C'est pas quelque chose où on va faire le marché. Il y a quelque chose de bizarre qui naît là. Et donc, forcément, à partir du moment où il y a ça,
ce qu'on a à faire comme musique, c'est quelque chose de mystérieux. Il y a de la magie, il y a de la superstition, énormément de superstition. Il y a des taureaux qui sont absolument, incroyablement bizarres. Les taureaux sont bizarres. Ils marchent de travers, ils ont l'impression de te regarder, ils regardent par là, alors qu'ils te regardent. Non mais c'est vrai. Et donc il faut faire attention à eux. Et donc voilà. Et donc moi j'arrive un jour, je dis à Delphine et à tous mes techniciens, on va filmer un taureau dans une chambre. Et on me dit quoi? Oui, un taureau de 700 kilos, on va le filmer dans une chambre. Une chambre de 15 mètres carrés. Et donc ils ont cru, ils ont rigolé un peu. J'ai dit non, parce que l'acteur se réveille à un moment, il se réveille face à un taureau blanc de 700 kilos. Et ça, c'est le mystère, ça, c'est la magie, ça, c'est la Camargue. Et on a réussi à le faire. On a réussi. Oui, je confirme, le taureau, il rentre vraiment dans la chambre. En fait. C'est incroyable. On a créé la chambre pour lui. Voilà. Et, il faut parler évidemment de ce personnage, de cette comédienne qui n'en est pas une, chanteuse, Caroline Roseson. Alors quelle est l'histoire? Comment elle est apparue dans ce projet? Ça, Delphine en parle bien parce que... Alors, Caroline, on l'a rencontrée au Festival d'Avignon un an avant le tournage. Et Tony cherchait une voix puissante, une énergie, un truc extraordinaire. Il a demandé s'il y avait une actrice qui avait ça. On lui a dit oui. Et c'était Caroline. Et on l'a rencontrée très rapidement. Et Tony a tout de suite dit OK. Et puis ensuite, il est allé la voir en fait, jouer à l'Espace B à Paris, dans un endroit un peu de métal. L'Espace B, c'est à Aubervilliers. Voilà. Dans la nuit, c'est impossible. On ne peut même pas y aller là-bas. Tellement, il n'y a personne, il n'y a rien. Un espace B, c'est quelque chose où on a peur d'y aller. Vraiment. C'est genre c'est une rue que tu ne peux pas rentrer. Et donc, quand Tony est arrivé, on lui a demandé ce que tu faisais là. Et on lui a dit de mettre des boules qui est. Il a dit, mais pourquoi? Je vais écouter un concert. Et je te laisse raconter la suite. Oui, non, je suis rentré dans cette salle toute noire, parce qu'évidemment, ces salles-là de musique... comme celle de Caroline Rose, c'est pas de la techno, c'est la musique de marteau, musique de métal. Et donc, elles sont toujours enfoncées dans des endroits où il n'y a personne, il n'y a pas de resto, c'est vraiment, il faut y aller, quoi. Et donc, moi, je suis rentré, dans la salle, il y a les petits jeunes qui venaient de je ne sais pas où, des anciens punks, qui me disaient « Bonjour monsieur, vous voulez faire quoi ?» Je dis « Je vais écouter la musique. » Ah bon? Il y en a un qui m'a reconnu. Il m'a dit « Mais ici, il n'y a pas de musique gitane. Hein. » Je dis « Attends, je ne suis pas venu chercher la musique gitane. Je suis venu chercher une musique spéciale de certaines Caroline Rose. Ah oui, elle va passer tout à l'heure. » Et donc, je rentre, je demande pour rentrer comment on fait. Et le barman, un mec comme ça, vraiment un mec qui faisait double de moi, qui était un peu, qui était toutes les races. Toutes les races. Il y avait tout dans son visage. Et qui me dit, tu viens pour le concert? Comme ça, hein. Mais sans méchanceté. Hein. Et je lui dis, oui. Il me dit, regarde là-bas. Au coin du couloir, il y a une boîte avec des boules caisses. Prends-en 2 et prépare-toi à les mettre. J'ai dit, attends, je viens pour écouter de la musique. Je ne veux pas mettre des boules caisses. Et il m'a dit, faites ce que vous voulez. Et puis, et moi, je traîne, je regarde les jeunes, il y en avait plein, hein, qui me regardaient aussi bizarrement. Qu'est-ce qu'il vient faire là, ce monsieur âgé un peu, qu'est-ce qu'il vient faire là? Et donc, j'aimais bien cet endroit, franchement. J'aimais vraiment beaucoup cet endroit. Et puis, la lumière commençait à se baisser doucement. Et Caroline Rose s'est éclairée, comme ça. Et puis, elle a commencé à taper sur la batterie. Et franchement, c'est 2 fois un marteau-piqueur. 2 ou 3 fois le bruit d'un marteau-piqueur, vraiment. Et là, j'ai couru partout pour retrouver, parce qu'il y avait des gens, pour retrouver mes boules caisses. Et donc, je n'ai pas trouvé parce que je ne savais pas où ils étaient, donc je me suis mis à genoux. J'ai cherché, j'ai pris un paquet, j'ai mis comme ça un paquet partout. C'est quand même la force de la musique dans les oreilles. C'est quand même incroyablement inquiétant et fort.
C'est-à-dire qu'on était obligé de faire comme ça. Et même en faisant ça, ça passe. Et même en faisant comme ça, la musique passe. Et donc, ils tapent comme des gueudins. Comme des gueudins sur la batterie. T'as tout. Et le son est à fond la caisse. Et donc voilà, donc j'ai mis plein de boules caisses partout. J'espère que je n'en ai pas mis dans la bouche. On ne sait jamais. Et la musique est partie. Incroyable. Et les gens dansaient, c'était une transe. Et au fur et à mesure où je commençais à entendre la vraie musique qui sortait des musiciens de Caroline Rose et des mains de Caroline Rose, je commençais à rentrer dans la musique et je me suis ému. Je trouvais ça très, très émouvant. Et là, tu te dis, c'est mon personnage. Ah oui, ouais. Et je trouvais que la musique est émouvante, là. Parce qu'il n'y a rien. Tu entends des trucs de fou. C'est pas une mélodie, hein. Et donc, quelque part, elle m'a touché. Vraiment touché. J'étais ému de voir Caroline comme ça. Et je me suis dit, bon, ça, c'est mon personnage. C'est vraiment mon personnage. Parce que dans le film, vous l'avez vu, elle est Maréchal Ferrand. Et donc, c'est pas par hasard qu'elle est Maréchal Ferrand. Elle est Maréchal Ferrand parce qu'elle adore taper. Pas mal. Et comme on le disait en introduction du film, tout ce qui est dans le film a été fait pour le film. Et donc, il y a eu un travail après avec elle. Donc, il y a une collaboration entre toi et elle pour faire la musique du film. Comment ça s'est conçu ensemble de deux styles différents qui se sont mariés finalement. Oui, à deux. Et Delphine, c'est très importante aussi parce que Delphine, on travaille toujours ensemble. Et elle a un son que j'aime beaucoup, parce que je l'ai connue il y a très très longtemps, mais au moment où elle faisait du rock ou je sais pas quoi, c'était dans les années... On peut y en reparler, il y a 20 ans. Et donc j'aime bien sa façon d'écouter la musique. J'aime bien sa façon d'intégrer la musique, où qu'elle soit. Et donc on peut travailler ensemble. Elle ne dit pas, par exemple, je voudrais là, par exemple, que tu fasses du, je sais pas moi, du funk ou je sais pas quoi. Non, la musique, on peut la travailler tous les deux. Et donc voilà, donc c'est avec Caroline et Delphine, on a commencé à forger, mais vraiment forger. Parce que ça se forge la musique, hein, quand elle est forte. On a commencé à forger la musique de Tom et Lila. Parce que c'est non seulement la musique que quand on la voit à l'écran, elle la chante, mais c'est la même qui ouvre le film et qui accompagne aussi le personnage Tom Medina à travers les paysages. Et alors, Delphine Mantoulé, il y a à la fois donc ce passé rock, mais aussi le passé écriture d'une musique, la science de l'orchestration. Et avec Tony, justement, il y a l'idée de tout ce que tu as appris dans la science de l'orchestration, de le déconstruire, c'est ça aussi? Oui, alors avec Tony, c'est formidable parce que en fait, tout est à réinventer, parce qu'il faut recréer. Et Tony, en fait, a une vision très particulière et très spécifique sur l'orchestration notamment, et qui est magnifique. Et donc, de réapprendre à mettre chaque instrument en fait, en fonction du style d'instrument et du style qui est demandé dans le film, de les mettre ensemble, mais alors qu'ils ne devraient pas être ensemble pour la plupart du temps, pour pouvoir communiquer une espèce d'énergie un peu déstabilisante et créatrice. C'est toujours un peu l'enjeu avec Tony, de créer quelque chose de nouveau dans quelque chose où on pourrait aller dans une mélodie ou dans une orchestration plus classique, mais Tony va jamais vouloir ça. Et même on compose souvent au piano, enfin moi en ce qui me concerne, mais après il n'y a jamais de piano par exemple dans les films, quoi. Tout est recréé par rapport au son qui correspond à l'image. Vraiment, c'est vraiment une adéquation qui est complète. Mais parce que Tony a une vision très claire de la musique qu'il souhaite avoir à l'image, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en revoyant le film, là, à chaque fois en sortant d'un film de Tony Gatliff, je me dis c'est un cinéma très musical. Mais en revoyant le film, en fait, au début, la musique s'installe petit à petit. Il y a beaucoup de scènes où on entend le son seulement. Oui, mais le son c'est des sons seuls. C'est des sons seuls, mais des sons seuls, très vite, ils deviennent musicaux parce que sinon c'est chiant. Des sons seuls, voire des bruits qui font comme ça, il n'y a rien, il n'y a aucun intérêt. Mais les sons seuls, avec nous, ça devient très vite musical. Parce que, d'abord, il y a un tempo, il y a un début, une fin, il y a des arrêts. Et donc voilà, donc ça devient
ça devient musical sans le savoir, sans qu'on le sache. Et c'est vraiment musical, comme par exemple toute cette chevauchée qui est pour aller ramasser, pour aller approcher les taureaux, est une chevauchée qui est... il y a des pas des chevaux qui sont évidemment un petit peu amplifiés, mais quand même, quand il y a les chevaux, les taureaux, quand on les entend, ils font un drôle de bruit dans la terre. Ça fait boum, boum. Ils rentrent dans la terre, vraiment. Et donc voilà, et c'est très intéressant. C'est très très intéressant ça comme musique ça. C'est pas un instrument qui fait de la musique. C'est la musicalité des sons. Voilà, c'est la musique qui fait les fonds. Et puis aussi les 40 taureaux et les 25 chevaux. C'est quand même une masse qui fait des bruits dans une terre et qui fait boum, boum, qui rentre une sorte d'annonce du tremblement de terre. C'est intéressant. Pour ceux qui connaissent le cinéma Tony Gatliff, dans Indignados, par exemple, il y a cette canette de soda qui roule, et donc ce son-là, après, est intégré, devient musique. Alors vous êtes là, vous avez envie de poser vos questions, alors c'est à vous. Oui. Oui. Ouais. Il faut lui donner un micro. Attends. Merci. C'est mieux. Je voulais comme vous étiez en train de parler de l'implication du son et aussi des utilisations de la musique, je voulais saluer vraiment le travail sur le sound design et sur la créativité du sound design qui participe à la narration, et aussi l'utilisation des silences, de la rupture. Il y a pas mal de moments dans le film où le sound design vient parler des souvenirs de Tom Medina qui sont refoulés. Il y a des ruptures et tout d'un coup le silence est très très fort quand il frappe dans l'eau, et il y a pas mal de moments comme ça, tout d'un coup on a ce vide qui nous attrape, et j'ai trouvé ça vachement chouette. Et ces silences, on les retrouve aussi dans les regards, dans les paroles non dites que Tom Medina garde en lui, l'utilisation de la chanson pour déclarer son amour alors qu'il n'y a que du silence. J'ai trouvé ça super. Voilà. Donc c'est pas une question, mais c'était vraiment chouette. C'est pas une question. Très bonne analyse, en effet. C'est vrai que je me permets de répondre parce qu'au montage, c'était hyper important. En fait, ça faisait partie vraiment du montage. En fait, le son était complètement intégré au montage. Et quand, notamment, tu as fait les frappements dans la mer, c'était hyper important de mettre cet espace de silence pour pouvoir sentir exactement la profondeur de la douleur qu'il y avait derrière. Et c'est vraiment quelque chose que tu as réfléchi. Et par rapport à la scène où il ne parle pas et où les paroles sont dans la chanson, avec Manero qui chante, ça c'est quelque chose en fait, que Tony a fait avec les acteurs au début. Tu veux le raconter ou Non. Si, alors en fait, parce qu'il avait donné le texte aux acteurs, David et Suzanne, et puis je crois que David t'a dit qu'il ne sentait pas le truc. Et il ne voulait pas. Il ne voulait pas dire des histoires d'amour, il ne voulait pas que ça fait histoire d'amour, il n'avait pas envie de dire « oh, c'est un peu un peu amour ». Et je lui ai dit « quoi ? Mais non, c'est une façon de parler de l'histoire à travers un son musical. Pas un son musical, pas un son qui vient comme la parole ou ce qu'on veut. Et donc, il faut bien parler qu'il y a une histoire, il y a quand même une histoire. » Et il me dit « ah, je sens pas ». Okay. C'est les acteurs, ça. Hein. Ils sont toujours largués, je vous assure. Parce qu'ils adorent que courir, monter dans les échelles, tomber, embrasser très fort des filles, enfin bref. Et donc voilà, donc ils ne voulaient pas. Et la petite puce non plus. Suzanne non plus, elle disait « ah, je trouve ça un peu bateau ». Je dis « hein, bateau ?» Bon. Alors, vous dites rien. Vous essayez là, comme ça, là où vous êtes en train de regarder pour essayer de prendre des bouteilles, faire de l'écologie. Vous restez là, et après, David, je dis, vas-y, David, tu viens et tu parles à Suzanne et tu dis rien. Comment ça, je dis rien? Ah ben, tu dis rien. Tu dis rien. Tu la regardes sans rien dire. Et tu fais passer tout dans ton émotion. Et donc voilà, j'ai fait ça, ils ne comprenaient pas. Hein. Et donc, évidemment, ils étaient gênés parce qu'il n'y avait pas de parole, donc ils riaient un petit peu. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'à la fin,
moi, je faisais parler la musique. C'est la musique qui parlait à leur place. C'est ça que je voulais. Et donc, il y a autre chose que par rapport à fouetter la mer, parce qu'on sortait quand même de... Moi, j'ai vu de mes yeux, j'étais en train de tourner à Lesbos, et j'ai vu les barques se retourner, j'ai vu les gens crier, qui venaient de Sri Lanka ou d'Afrique. Et je l'ai vu, ça, j'étais là. Et, pour Jam. Et donc, et là, je voulais que la mer, cette mer Méditerranée, reçoit une trempe. Je voulais lui donner une trempe, mais pas moi, c'est l'acteur. Et donc, j'ai cherché partout, là-bas, dans Camargue, au bord de la mer, vraie Méditerranée face à l'Afrique. Et donc, j'ai cherché ce bâton, parce que je cherchais un bâton qui fasse du bruit. Et je ne trouvais pas. Franchement, je ne trouvais pas. Tous les bâtons qui sont droits font plaf. Et là, je cherchais, j'allais dans la forêt, ils me disaient tous, mes copains, tout le monde, le chef opérateur me dit, cherche quoi? Le son, je cherche le son. Et donc, j'ai cherché partout, et à un moment, j'ai trouvé le son. C'était un bâton qui était un tout petit peu rond comme ça. C'était pas droit, mais il était rond comme ça. Ce qui fait que quand on frappe, on tourne autour de l'eau. Ça fait un son. Et donc, à ce moment-là, je l'ai trouvé, j'ai dit à David, maintenant, vas-y, tu peux lui donner une trempe à la Méditerranée. On a une question. Collaboration, c'est bien. Travail d'équipe. Oui, merci pour cette chaîne humaine-là. Et bravo pour le film. Merci. J'ai trouvé qu'il y avait aussi comme un écho entre La Bestiole de Vaccarès de Joseph Darbo, avec cette rencontre entre le gardien et cette entité mi-homme, mi-dieu, qui à la fin du roman va disparaître, englouti dans les eaux, et qui est à la fois la métaphore un petit peu du destin de la Camargue, de l'identité de la Camargue. Et j'ai trouvé qu'au cœur du film, il y avait aussi cette identité individuelle, et à la fois à travers l'enfant qui a disparu, et puis aussi le personnage principal, dont on voit à un moment donné, à la fin du film, qu'il ne dit pas son nom, et qu'il est dans le trouble et la quête des origines, quelque part. C'est ça. Et je trouvais magnifique, en fait, de partir de la Camargue, de cet espace poétique. Il y avait eu un festival psychanalyse de la Camargue où on avait évoqué plein de choses autour de ça. Et puis aussi, magnifiquement, le bestiaire et la flore de la Camargue. Il manquait toutefois les saladelles. Oui. Mais la Camargue est très riche, mais personne ne connaît, à part les Camarguais. À part les Camarguais, les spécialistes un peu de la Camargue. Mais la Camargue est très, très riche. C'est franchement pour celui qui connaît la nature, qui connaît la mer, qui connaît l'eau. L'eau, c'est un endroit fabuleux. Parce que c'est plein de magie. C'est plein de mystères et de magie. C'est pas juste on se balade au bord de l'eau. Il y a plein de mystères et de magie, vraiment. Et donc, voilà. Et donc, quand on fait un film, moi, j'ai sorti tous ces mystères, mais qui sont peut-être à moi, mais je sais qu'ils le sont. Parce que moi, je suis l'enfant, pas d'une sorcière, mais l'enfant d'une guérisseuse. Ma mère était guérisseuse. Et je sais très, très bien ce qu'elle faisait quand elle guérissait. Il y avait des choses qui étaient à base d'eau, il y avait des choses qui étaient sous un olivier, et tout ce qu'elle faisait pour guérir était à base de la nature, toute la nature. Et donc, je me rappelle de ça. Je me rappelle moi, j'ai failli mourir 3 fois. Et je me suis brûlé le visage, mais comme d'une façon catastrophique. Et donc, j'ai rencontré à travers ma mère et les grands-mères et tout ça, les souffleurs de feu qui m'ont enlevé complètement cette brûlure, cette blessure, que j'aurais pu ressembler à un monstre. Donc, ça veut dire que ça existe, ça. Ça existe, ce genre de gens qui travaillent avec la nature, mais qui travaillent avec la nature pas pour se faire payer, ni pour se faire valoir, mais parce qu'ils sont utiles.
Et donc voilà, donc la Camargue a ça, a ce truc, d'ailleurs on le voit bien que des fois elle est furieuse, il y a quand elle Mistral, c'est vraiment furieux, elle est furieuse, et des fois elle est magnifiquement plate plate, comme une planche, comme une planche à pain. Ça va, Mijout? Derrière, il y a quelqu'un qui va parler. Il y a un crin blanc, là. Je viens de le voir. Alors, attendez, il y a une question juste là. On va commencer par celle-ci. Il s'appelle comment dans la vraie vie, Tom Medina? C'est quoi son vrai nom à Tom Medina? C'est quoi son vrai nom pour cacher le personnage? Oui. Oui, il s'appelle... parce que les noms ne sont pas importants. Les noms, les identités ne sont absolument pas importants. Pourquoi? Parce que l'identité, elle sert aux notaires et aux policiers. Ici, dans le film, elle sert à la poésie et à l'entraide des hommes pour essayer de comprendre quelque chose de mystérieux. Mais donc, on efface l'identité qui appartient à la police, on efface la propriété qui appartient au notaire, et on a quelque chose de magnifique, la terre libre. Alors, on doit y aller, mais dernière question, est-ce que je vous ai retiré la question là? Moi, je voulais juste demander si le message a été bien passé. Moi, ça m'a choqué vraiment. Je me suis retrouvé dans la scène et j'étais trop content. Mais je voulais juste demander, parce que le personnage, quand il s'est évadé dans la mer, il est parti dans la mer. En fait, il a pris le bois et il a fouetté la mer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a fouetté la mer à 12 reprises. Je voulais juste demander si c'était significatif de s'arrêter à les 12 reprises. Il a frappé 12 fois la mer et lui, il s'est retrouvé en fait dans l'histoire. Quoi ? Il s'est retrouvé dans l'histoire. Oui. Et il voulait savoir si le fait qu'il frappe 12 fois... 12 fois la mer, si c'est un peu significatif. Si le chiffre 12 voulait dire quelque chose par rapport au fait que... Oui. Mais c'est-à-dire, frapper une fois, ça ne suffisait pas. Mais c'est-à-dire qu'il avait... quand il frappait, Tom Medina frappait la mer, avec c'est un son très symbolique sur tous les scores qu'elle a avalés depuis notre époque moderne. Parce que notre époque moderne, c'est la pire. Parce que notre époque moderne, c'est carrément les gens se jettent dans la mer pour se sauver de leur endroit où ils sont parce qu'ils n'ont pas à manger, où il faut qu'ils s'en aillent, et la mer les a avalés. C'est ça, moi je l'ai vu ça. Je l'ai vu à Lesbos. Donc, quand tu es un homme et quand tu peux rien faire et quand tu réfléchis et tu peux rien faire, tu peux juste prendre un bateau, faire comme ces jeunes qui, partout à travers la Grèce, qui sauvent ceux qui sont en train de se noyer. C'est la seule chose qu'on peut faire. Mais par contre, on peut aussi prendre un bateau et aussi être furieux contre cette mer. Et vous l'interprétez comment? Et on va terminer avec ça. Eh bien, moi, je ne l'interprète pas d'une autre manière. En fait, moi, je me suis dit vouloir taper la mer parce qu'il y a plusieurs chiffres, de 1 jusqu'à 12. Moi, je me suis dit que vraiment, c'est pas par hasard il a fait. Et vouloir dépasser le 1 jusqu'au 12, c'est vraiment, ça dit quelque chose. Ouais. En tout cas, c'est bien que ça évoque chez vous quelque chose. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous. Merci à toi. Merci Benoît.